le plaisir d'apprendre et le libre arbitre aussi. Singularité, non pas la singularité de la pédagogie, mais singularité de la personne, expérience. Il y a créativité, ça c'est sûr pour moi en tout cas, curiosité, je pense, et liberté, autonomie, quelque chose comme ça. Plus de 20 personnes en France ont signalé ces écoles à la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Ce qui est dérangeant là, c'est vraiment cette doctrine qui est présente, omniprésente dans un certain nombre de rituels dans ces écoles et qui ne sont pas explicités aux parents et qui sont en lien direct avec les écrits ésotériques de Rudolf Steiner. Il y a plusieurs outils pédagogiques propres aux écoles Steiner-Waldorf. Lorsque Rudolf Steiner créa sa première école, il incorpora 2 nouvelles matières qui ont à voir avec la forme et le mouvement, le rythmie et le dessin de forme. Par ces activités artistiques, les enfants sont censés ressentir les formes, prendre possession de l'espace et appréhender leur place dans celui-ci. Mais pour Steiner, le rythmie est crucial. Dans son manifeste au professeur, il l'exprima de cette manière. Celui qui ne fait pas le rythmie est exclu de l'école. Monsieur Perrat, pouvez-vous nous parler de cette danse, ce qu'elle représente et pourquoi est-elle si importante? Ah oui, c'était vraiment très important le rythmie, hein, au point que nos professeurs faisaient tout pour nous obliger à aller à ces cours, pour nous convaincre qu'il fallait qu'on aime le rythmie, alors qu'en fait, on supportait pas le rythmie, hein. Moi, je me souviens que en tant qu'élève, c'était insupportable. Les 4 premières années, en tout cas, c'était absolument insupportable d'aller au cours de rythmie. On s'y ennuyait, on comprenait pas ce qu'on faisait, on avait envie de se révolter contre ces cours, on voyait aucun intérêt à faire de l'eurythmie, mais nos professeurs, pour eux, c'était extrêmement important qu'on en fasse. Donc, je me souviens de réunions, de cours entiers à essayer de nous convaincre que l'eurythmie, c'était quelque chose de bien, qu'il fallait qu'on en fasse et qu'il fallait qu'on aime ça en plus, parce qu'on avait une chance exceptionnelle d'en faire, alors que les autres écoles n'en faisaient pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'eurythmie? Ben, c'est d'abord quelque chose comment dire, de très codifié, c'est-à-dire que vous avez les sons et les notes qui sont codifiés par des mouvements de bras spécifiques. Vous avez aussi les lettres de l'alphabet qui sont représentées par des positions avec les bras. Et d'ailleurs, une des choses qu'on fait quand on est en 4e classe dans une école Steiner-Waldorf, c'est qu'on va apprendre son nom et son prénom, enfin surtout son prénom, en faisant les gestes de l'eurythmie. Alors ça, éventuellement, ça peut amuser un petit peu. Steiner s'est pas cassé la tête à ce sujet, c'est-à-dire que les lettres de l'alphabet correspondent à des mouvements de bras qui vont reproduire les formes des lettres. Mais c'est l'idée chez les anthroposophes qu'il existerait un langage universel. Un langage que nous aurions parlé autrefois, au tout début de la civilisation de l'Atlantide. Il y aurait eu un langage universel qui permettait d'évoquer des forces magiques. Par exemple, si vous saviez le nom en langage universel de telle plante ou de tel animal, eh bien vous pouviez le contrôler, prendre possession de lui, agir sur lui. Par exemple, un animal, vous pouviez le contrôler si vous connaissiez son nom véritable. Une plante, vous pouviez la faire pousser plus vite si vous connaissiez son nom véritable. Et l'eurythmie, eh bien, ce serait une espèce de vestige ou de volonté de ressusciter ce langage universel qui existait du temps de l'Atlantide. C'est la raison pour laquelle, en fait, les eurythmistes dans les écoles Steiner sont persuadés que quand ils vous font faire de l'eurythmie, ils vous font rentrer dans la nature même des choses.
quand vous faites votre prénom en eurythmie, vous faites les gestes avec les bras qui correspondent à chacune des lettres de votre prénom, bien quelque part, c'est votre âme qui est interpellée directement par ces gestes en eurythmie. Les anthroposophes, quand ils font des réunions, en particulier l'Assemblée générale de la Société anthroposophique, ils ouvrent leurs réunions en faisant en eurythmie les gestes qui correspondent au nom des personnes qui ont décédé dans l'année. C'est une invocation aux morts. Mais c'est dans l'idée que grâce à ces gestes, les morts vont être présents pendant l'Assemblée générale. Donc, quand vous faites faire de l'eurythmie, quand les professeurs Steiner-Waldorf font faire de l'eurythmie à leurs élèves dans les écoles Steiner-Waldorf, au fond, ils leur font faire de la magie, où ils leur font faire des prémices d'un apprentissage de la magie. Parce qu'il y a vraiment cette idée que, avec ce langage universel qu'est l'eurythmie, vous pouvez atteindre l'essence des choses et même agir sur elles. Il y aurait aussi l'idée que, une précision apportée avec le fait qu'il y a un eurythmie artistique et un eurythmie curatif, mais au fond c'est la même chose. L'eurythmie curative, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est l'idée qu'en faisant faire certains gestes, on va pouvoir atteindre votre corporéité profonde, parce que les gestes faits vont être en rapport avec des éléments constitutifs de votre corps, de manière à pouvoir vous permettre d'intervenir directement sur eux. Par exemple, ma sœur, on lui avait proposé de faire de l'eurythmie curative pour soigner elle avait un problème de hanche qui rentrait à l'intérieur, donc les pieds également qui rentraient, et c'était problématique pour les genoux. Mes parents sont allés voir le professeur de classe de ma sœur, lui ont évoqué avec lui le problème qu'elle avait. Plutôt que d'aller voir un médecin, d'ailleurs, c'est assez révélateur. Les parents dans les écoles Steiner-Waldorf, ils ont un problème médical, ils ne vont pas voir un médecin, ils vont voir le professeur de classe. C'est très intéressant. Et le professeur de classe avait dit, bah oui, je vois très bien ce qu'il faut faire, il faut qu'elle fasse de l'eurythmie curative. Et elle a fait de l'eurythmie curative pour soigner son problème pendant 2-3 ans. C'était payant. C'était au noir, c'était des cours que donnait notre professeur d'eurythmie de l'école, en plus des cours pour lesquels il était payé, mais là, il avait une rémunération directe par les parents. Et ça n'a rien guéri du tout, évidemment, et ma sœur, des années plus tard, elle a eu un syndrome rotulien, ce qu'on appelle un syndrome rotulien, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu marcher pendant plus de 6 mois, et elle n'a pu solutionner son problème, guérir qu'en faisant de la kiné régulièrement, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Parce que le problème a été mal soigné quand elle était petite. Elle aurait mis tout simplement, tout bêtement, des semelles orthopédiques plutôt que de faire de l'eurythmie curative. Son problème aurait été résolu et elle n'aurait pas eu de syndrome rotulien plus tard. Par ailleurs, l'école Steiner de Lausanne déclara bénéficier de la collaboration de médecins scolaires formés à la médecine anthroposophique qui peuvent prescrire des séances d'eurythmie thérapeutique. Monsieur Perra, puisqu'il y a derrière cette pratique une signification soi-disant agissante, ce qui relève clairement de la pensée magique, signification il me semble souvent dissimulée ou pratiquant, peut-on la définir comme une sorte de rituel magico-religieux non consenti? Oui, tout à fait, c'est une bonne définition. L'eurythmie, c'est de la magie, c'est l'idée qu'on peut, avec certains gestes, agir sur les éléments constitutifs des choses, intervenir sur la nature des choses.
Mais c'est présenté comme une pratique artistique. Quand on présente le rythmie aux parents et aux enfants, on leur dit que c'est une forme d'expression corporelle. On leur dit pas du tout ce qu'en dit l'anthroposophie quand elle est sincère, c'est-à-dire quand elle parle aux anthroposophes et pas aux non-anthroposophes, c'est-à-dire que c'est un moyen d'atteindre l'essence des choses et d'agir sur elles par le fait de mettre en mouvement son corps avec des gestes qui vont correspondre à l'essence des choses. Il y a aussi le dessin de forme. C'est une activité qui est peu connue et pratiquée depuis la maternelle. Les écoles et enseignants Waldorf expliquent l'utiliser pour renforcer la créativité, pour aborder les formes et les espaces, ainsi que pour l'approche de l'écriture. Elle est aussi utilisée comme outil méditatif et thérapeutique, notamment en art-thérapie et en médecine anthroposophique. Mais en étudiant les explications des écoles et des enseignants de cette activité, j'ai découvert qu'ils attribuaient aussi des vertus particulières, une sorte d'appel au savoir ancestral via cette inspiration d'art primitif. Elle est d'ailleurs présentée de cette manière. Toujours à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie, il agit sur nos différents corps, physique, éthérique, astral et notre jeu. C'est un moyen de nous ressourcer et de nous éveiller car il crée un lien entre les rythmes cosmiques et terrestres. C'est une source de santé et de vie. Monsieur Perra, pouvez-vous nous parler un peu plus de ceci et me dire si mon interprétation est erronée? Effectivement, les dessins de forme, c'était quelque chose d'obligatoire avec l'eurythmie pour les élèves. Moi, je me souviens de mes cours de dessin de forme. Ça peut paraître très sympathique aux parents, aux gens qui connaissent pas, parce que les élèves reviennent à la maison avec des beaux dessins, des entrelacs, des formes colorées, etc. Il faut voir que d'abord, c'est vraiment un apprentissage extrêmement rigide. On ne s'amuse pas quand on fait du dessin de forme. Il faut absolument pas poser la main sur la feuille, il faut que tout se fasse à main levée. Et puis, on doit, pendant 2 heures, faire ces entrelacs, parfois assez complexes. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais c'est bien, ça développe l'attention, ça développe la concentration, un peu comme la calligraphie le ferait. Moi, mon expérience en tant qu'ancien élève, c'est surtout que ça nous hypnotisait. Autant le rythme nous ennuyait, autant le dessin de forme nous hypnotisait. C'est un peu comme les yeux du serpent dans le livre de la jungle, avec ces espèces de tourbillons qui nous ensorcellent. Et ben le dessin de forme, c'est un petit peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire que on doit être concentré sur ces cercles qui s'interpénètrent sans cesse, qui se croisent, décroisent, recroisent les uns les autres. Et on sort vraiment de ces cours de dessin de forme dans un état second, planant, déconnecté de la réalité. Alors déjà, la pédagogie Steiner-Waldorf en elle-même et les cours dans les écoles Steiner-Waldorf, ça produit cet effet-là. Mais c'est particulièrement prononcé dans les cours de dessin de forme. Là encore, c'est pareil, le présupposé qui est derrière, il n'est pas énoncé, il n'est pas dit clairement. Moi, j'ai fini par comprendre ce que c'était que le dessin de forme quand j'ai vu ces entrelacs que parfois on observe dans l'architecture des églises romanes ou dans certains des motifs du Moyen-Âge. Il faut savoir que pour l'anthroposophie, l'écriture est une mauvaise chose en soi. C'est pas seulement la technologie et les tablettes qui sont maléfiques pour les anthroposophes, c'est l'écriture tout court qui n'est pas une bonne chose, qui est arimanienne. Une des choses que mentionnent souvent les pédagogues des écoles Steiner-Waldorf aux parents et aux élèves, ce sont les enluminures du Moyen-Âge.
Et ils racontent toujours la même histoire aux parents. Ils disent, vous voyez, les Irlandais, autrefois, avant l'arrivée du christianisme, avaient une méfiance naturelle vis-à-vis de l'écriture. Ils ne voulaient pas écrire, tout était oral, et c'était beaucoup mieux, parce que quand tout est oral, eh bien Ahriman ne peut pas intervenir sur la civilisation. Mais quand le christianisme est apparu, il a fallu introduire l'écriture, parce que le christianisme est une civilisation de l'écriture. Les anciens Irlandais ont trouvé la solution, c'est qu'ils ont accepté d'apprendre à écrire, d'écrire des Bibles, de recopier des Bibles et donc d'utiliser l'écriture, mais en faisant en sorte que chaque lettre soit dessinée avec une multiplicité d'entrelacs, de formes qui ont l'air d'être des formes végétales ou des arabesques incroyables, et c'est comme cela qu'ils ont su, disent les anthroposophes, se préserver de l'influence d'Ahriman. Ça, c'est une histoire que vous entendrez très souvent racontée dans les écoles Steiner-Waldorf. Ils ne vont pas prononcer le mot Ahriman, mais ils vont vous dire, voilà, c'est comme ça que les anciens Irlandais ont pu se préserver de l'influence mauvaise qu'il y a nécessairement dans l'écriture. Le dessin de forme dans les écoles Steiner-Waldorf, il a cette fonction-là, c'est-à-dire qu'il est utilisé comme une compensation à l'apprentissage de l'écriture qui est perçue comme mauvaise. On n'apprend pas à écrire, on retarde le plus possible l'apprentissage de l'écriture dans les écoles Steiner-Waldorf parce que l'écriture et aussi la lecture n'est pas une bonne chose en soi, c'est marqué par l'influence du démon Ahriman, et en plus on leur fait faire du dessin de forme parce que le dessin de forme contrebalance l'influence d'Ahriman. Lors du premier confinement, début 2020, les écoles Steiner-Waldorf de plusieurs pays ont partagé ce dessin de forme censé renforcer nos défenses immunitaires contre le Covid-19. Cette pratique, s'apparentant à un rythme magique, a été créée par Laura Ambray. Cette enseignante Waldorf et anthroposophe affluente a publié de nombreux ouvrages sur le dessin de forme thérapeutique, livres aussi utilisés par des praticiens de la médecine anthroposophique. Selon ces livres, l'on peut guérir du virus de la grippe, de l'eczéma, etc. Elle a depuis aussi partagé des dessins de forme contre les derniers variants du Covid-19. Apparemment, ces dessins de forme ont aussi des vertus agissantes, tout comme l'eurythmie. Oui, il y a la même idée que, en fait, avec le dessin de forme, pour les anthroposophes, on agit sur le corps éthérique de la personne. C'est-à-dire, c'est quoi le corps éthérique chez les anthroposophes? C'est le corps des forces formatrices, le corps vital. C'est ce qui explique la vie, en fait. Pour les anthroposophes, une chose est vivante parce qu'elle a un corps éthérique, c'est-à-dire un corps invisible qui existerait sur le plan supérieur, purement spirituel. Pour les anthroposophes, la vie n'est pas du tout un phénomène physico-chimique ou non, c'est une activité du monde éthérique. Et du coup, dans leur idée, pour soigner quelqu'un, c'est simple, il suffit que vous lui fassiez faire des formes spécifiques, parce que tout simplement le corps éthérique est un corps de force formatrice ou un corps de forme en mouvement. Donc, si vous voulez stimuler le corps éthérique, vous faites faire à la personne des formes et ces formes vont entrer en résonance avec son corps éthérique, qui est son corps de vie, et donc vous allez renforcer sa vitalité et ainsi le soigner s'il est malade. D'où les remèdes, entre guillemets, des anthroposophes contre le coronavirus, effectivement, cette lemniscate bleue, un petit peu plus complexe qu'une lemniscate d'ailleurs, qu'ils ont proposé de faire pendant le premier confinement et qu'ils ont diffusé jusque sur les pages officielles de certaines écoles. Hein, c'est bien la preuve que ces écoles
font plus qu'être des écoles, elles diffusent aussi des conseils pour se soigner ou se protéger du coronavirus à travers des dessins de lemniscate bleu. C'est donc de la pratique de forme pensée. Madame de Vancey, est-ce que vous voulez interagir là-dessus? Ce que je retiens de ce que j'entends, et ça confirme ce que j'ai capté en lisant le Stockmeyer, qui est la Bible de la pédagogie Steiner, et puis les conseils de Steiner aux enseignants, c'est qu'en fait, en école, tout ce qui est savoir, connaissance, c'est considéré comme étant dangereux. De ce que je comprends, les anthroposophes prennent possession du monde, pas du tout par le fait de le connaître, de connaître ses modes de fonctionnement, de les découvrir, de les décrypter et d'agir dessus de façon rationnelle et, alors j'allais dire scientifique, on va peut-être trouver un terme moins connoté, mais de façon méthodique, on va dire, puisque en fait tout ça se rapporte plus à de l'intuition, à du magique, à du symbolique. Donc en fait, ce genre de mouvement devrait détester tout ce qu'est une école. C'est pour ça peut-être que la pédagogie Steiner, j'ai du mal à l'appeler pédagogie, parce que pour moi, la pédagogie, c'est emmener l'élève vers le savoir, en lui faisant découvrir qu'il y a des choses qu'il ne sait pas et que d'autres savent, ou que d'autres sont en train de chercher à découvrir. Il y a une aventure de la connaissance, hein, qui inclut tout ce qui est démarche scientifique, etc. Et c'est quand même au cœur de ce qui fait l'école. Alors même si l'école n'est pas parfaite et qu'à l'école on apprend aussi tout un tas d'autres choses que ça, et qu'on apprend aussi des choses non abouties, mal digérées, mal transmises. Hein, voilà. Après, les professeurs ont tous leurs failles et tous les systèmes ont leur point aveugle. Mais en tout cas, il y a un souci de comprendre le monde et de se transmettre ce que les hommes ont déjà compris et de s'entraîner aux méthodes qui permettent de découvrir l'immensité de ce qui nous reste à découvrir et au moins d'en prendre conscience. Là, en fait, on a vraiment l'impression d'être sur un autre... Oui, on est parti dans un autre monde spirituel, là, je crois. Et en tout cas, on n'est plus du tout sur le plan concret, enfin, j'allais dire sur le plancher des vaches, on est parti ailleurs. Et c'est aussi pour moi ce qui fait des écoles Steiner, des écoles qui ne peuvent pas se revendiquer comme étant laïques, comme relevant de la rationalité. Ce n'est pas possible. Il y a derrière ça des croyances très fortes. Et pour moi, quand il y a des croyances de cet ordre-là, on est dans le religieux. Selon les postulés lois de développement de Steiner, le cursus est divisé en 3 cycles de 7 ans. Ce septénaire est issu de la vision anthroposophique de l'évolution karmique, liée à des forces suprasensibles agissantes. Monsieur Perra, pouvez-vous nous parler un peu plus de ceci ? Oui, le cycle des septènes, ça fait partie des catégories avec lesquelles les anthroposophes voient le monde et voient l'évolution de l'enfant. Pourquoi 7 ? Parce que c'est un chiffre sacré, c'est la clé de toute évolution. Quand vous allez à un culte de la communauté des chrétiens, c'est le culte des anthroposophes qui permet de rencontrer le Christ cosmique, eh bien vous avez 7 bougies sur l'autel qui sont allumées. Et donc, voir l'enfant comme évoluant de 7 ans en 7 ans, c'est tout à fait logique pour un anthroposophe. Le problème, c'est que ça va générer une telle volonté de voir les choses comme ça et pas autrement, qu'en fait, l'enfant, il va pas être perçu. C'est pas du tout un moyen de mieux voir l'enfant, c'est un moyen de ne pas le voir. Je vais donner un exemple, peut-être pour faire comprendre cette idée. Au cours de la formation pédagogique, une formatrice nous disait, la formation à la pédagogie Steiner-Waldorf, une formatrice nous disait, un enfant, ça ne peut pas dire moi ou ça ne peut pas dire je avant 3 ans. Ce n'est pas possible parce que
il ne possède pas encore son jeu, son moi, qui n'est pas descendu du monde spirituel pour s'incarner dans son corps, pas avant 3 ans. Je me souviens d'une élève, d'une étudiante qui lui disait « Mais excusez-moi, mais moi j'ai déjà entendu des enfants dire moi ou je avant l'âge de 3 ans, c'est courant. » Et là, la formatrice lui a répondu « Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est absolument pas possible. Ou alors si l'enfant l'a dit, il le pensait pas vraiment. » Parce que voilà, le problème de ces catégories comme les 7 ans, les 4 tempéraments, puis il y en a encore d'autres chez les anthroposophes, c'est que ils veulent y faire rentrer de force le monde et les gens. Il faut que les choses correspondent à leur vision de 7 ans en 7 ans. Il faut que les enfants se développent de 7 ans en 7 ans. Le problème, c'est que ça va aussi donner naissance à des principes pédagogiques effrayants. Par exemple, un enfant dans une école Steiner-Waldorf ne devrait pas avoir d'apprentissage intellectuel, ne devrait rien faire d'abstrait avant l'âge de 14 ans. Il ne devrait même pas développer sa faculté du jugement avant l'âge de 14 ans. Mais vous imaginez ce que ça fait de ne pas être en capacité de juger, qu'on ne nous donne jamais l'occasion d'exercer notre jugement avant l'âge de 14 ans. Ça a l'air d'être quelque chose d'abstrait, de rigolo, une théorie un peu fantasmatique, mais pas bien méchante, mais dans la vie concrète, parce que c'est réalisé dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est vraiment quelque chose d'effrayant. Parce qu'en fait, les élèves, pour respecter ce dogme des septaines, effectivement, ils ne vont pas devoir former de jugement ni penser de manière abstraite avant l'âge de 14 ans. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand je suis rentré dans une école Steiner-Waldorf. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme s'il avait fallu m'endormir. Tout d'un coup, il n'y avait plus que des contes, des images, des métaphores, et on ne pensait plus que comme ça. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que ça signifie pour un enfant, que jusqu'à l'âge de 14 ans, il n'y ait aucun accès à autre chose que des images, des métaphores, des allégories pour penser. Pas d'abstraction, rien qui permette, par exemple, d'avoir accès à l'idée de loi de la nature. Eh bien, ça fait plonger la personne dans une espèce de sommeil permanent. J'ai d'ailleurs pu noter que de 0 à 7 ans, il parle d'imitation et d'imagination. De 7 à 14, c'est l'éveil de la conscience sous le signe de l'autorité. Et de 14 à 21 ans, enfin viennent le monde des idées. Oui, mais là encore, c'est... Comment dire, ce ne sont que des mots hein, pour quelqu'un qui les lit et qui ne l'a pas vécu, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les enfants? Par exemple, l'éveil de la conscience par l'autorité, ça signifie que notre professeur de classe, il fallait le vénérer. Tout était fait pour nous maintenir dans un état de vénération vis-à-vis de notre professeur. C'est ça que les professeurs des écoles Steiner-Waldorf appellent l'autorité. L'autorité, ça veut dire que les enfants vont avoir un gourou pendant 7 ans, qu'ils vont être en admiration devant lui, que ça va être leur guide spirituel, que ça va être leur mentor, leur directeur de conscience. L'éveil de la conscience en question, pour eux, c'est religieux, hein, c'est la conscience morale biblique dont ils parlent. C'est pas du tout l'éveil de l'intelligence ce qu'ils appellent l'éveil de la conscience. C'est le fait d'accepter, ce qu'ils appellent l'éveil de la conscience, c'est d'accepter
les paroles du maître comme des paroles faisant autorité, sans explication, sans justification, parce que c'est le maître qui l'a dit. Et ça, pour moi, c'est très problématique parce que ça crée une forme de soumission intérieure très profonde qui va perdurer au-delà de cet âge-là. Je suis toujours impressionné, moi, depuis que j'ai dénoncé les écoles Steiner-Waldorf, par voir le nombre d'anciens camarades de classe qui ont essayé de me trahir, de me nuire, alors que c'était des amis et que c'était des gens assez intelligents. Et en fait, aussitôt que la fédération des écoles Steiner-Waldorf leur demandait quelque chose contre moi, même s'ils avaient eu des critiques par rapport à la pédagogie quand ils y étaient et après en être sortis, c'est pas grave. Il fallait qu'ils obéissent à leurs anciens professeurs. Si leurs anciens professeurs leur demandaient quelque chose, même quelque chose qu'au fond d'eux, je pense, ils savaient être immoral, eh bien, ils le faisaient quand même. Moi, je crois que ça a un lien avec ce qui se passe entre 7 et 14 ans dans les écoles Steiner-Waldorf. C'est que la soumission à l'autorité est tellement forte, tellement prégnante, que c'est quelque chose qui reste longtemps après. Et du coup, les professeurs des écoles Steiner-Waldorf, quand ils veulent quelque chose d'un de leurs anciens élèves, ils n'ont qu'à le contacter, appuyer sur certains boutons en lui, et aussitôt, il s'exécute. Ça me terrorise d'entendre ça. On est vraiment dans pour moi, le contraire de ce qui est une école émancipatrice. Moi, l'école que je souhaite faire advenir, défendre, à laquelle je veux contribuer, c'est une école émancipatrice, c'est-à-dire qui forme des individus capables de penser par eux-mêmes. Donc, c'est le contraire de ce qu'on vient d'entendre. Je disais tout à l'heure que pour un enfant jeune, la maîtresse ou le maître d'école avait une aura parfois même plus importante que celle des parents. C'est un point de départ, c'est comme ça. Mais pour moi, un bon professeur, c'est celui qui aide les élèves à douter, y compris de lui. Ça ne veut pas dire que les élèves ne vont pas l'admirer et l'apprécier, mais le meilleur professeur du monde va de temps en temps se tromper, va de temps en temps être injuste, va de temps en temps dire quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Je disais tout à l'heure, par exemple, qu'il ne faut pas dire à un enfant « tu es un voleur », que c'est autoréalisateur, que ça l'enferme dans une case et que ça lui colle une étiquette. On a tous fait ce genre d'erreur en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant qu'adulte envers un enfant. Ça nous arrive à tous, ça nous échappe. Par contre, si on sait que c'est une erreur, moi je me souviens de l'avoir fait plusieurs fois avec mes enfants et avec mes élèves, on peut les reprendre entre quatre yeux en disant tout à l'heure, je t'ai dit ça. Et j'aurais pas dû te le dire comme ça, parce qu'en te le disant comme ça, et même ça, on peut le décrypter, et même avec un enfant petit. Mais avec un enfant de 3 ans, on peut avoir ce genre de discours adapté. C'est-à-dire, je trouve que montrer à un enfant qu'on est, certes, on est un adulte, qu'ils aiment, qui sait beaucoup plus de choses qu'eux, qu'ils apprécient, qu'ils aiment si on est leurs parents, qu'ils apprécient si on est leur professeur, très savant et très grand et très impressionnant, etc. Mais on n'est pas parfait, tout comme eux ne sont pas parfaits. Et si on veut qu'ils soient autonomes dans leur vie, que plus tard ils se débrouillent, qu'ils sachent démêler le vrai du faux, se choisir les relations qui vont les élever et pas celles qui vont les enfoncer, se débrouiller dans la complexité de la vie moderne d'aujourd'hui, il faut les préparer à ça et à penser par eux-mêmes. Et penser par soi-même, ça ne commence pas à 14 ans. J'ai lu effectivement que Steiner a lui-même dit que, idéalement, il faudrait apprendre à lire aux enfants seulement à 14 ans. Hein. C'est un rapport avec le corps astral, je crois. C'est celui qui vient après le corps éthérique. Mais que bon, c'est déjà à son époque, hein, c'était pas acceptable d'attendre aussi tard. Donc on apprend à lire aux enfants à 7 ans, mais bon, on sent que c'est une contrainte parce que ça serait pas socialement accepté. Mais d'entendre qu'une école empêche les enfants les conditionne à ne pas penser par eux-mêmes et à vénérer leur maître, encore une fois, on n'est pas dans une école, on est dans une église. Et même, je dirais que dans une religion où les choses se passent de façon saine, c'est-à-dire sans emprise, il ne devrait pas y avoir de gourou, il ne devrait pas y avoir de vénération.
Il devrait y avoir une proposition d'un univers de croyance auquel on est libre d'adhérer ou non. Alors, je suis un peu idéaliste peut-être, mais là vraiment, c'est... Et je pense que si les parents qui ne sont pas anthroposophes au départ et qui mettent leurs enfants dans des écoles Steiner parce que ils ont vu, entendu, ou le sentiment en visitant ces espaces chaleureux décorés à l'ancienne avec des bougies, enfin tout un tas de choses qui peuvent séduire. S'ils savaient qu'on allait s'occuper du karma de leur enfant avant de s'occuper de leurs connaissances et qu'on allait surtout les empêcher de penser par eux-mêmes avant 14 ans, et encore, à partir de 14 ans, hein, on avait accès à la pensée abstraite, mais ce que décrit Grégoire sur le fait qu'on peut réappuyer sur les boutons de ses anciens élèves et déclencher des réactions, je comprends si on est conditionné pendant des années à vénérer son maître de façon absolue, je comprends que même adulte, on soit encore soumis à ça. On voit tous bien par rapport à nos histoires plus ou moins compliquées que des choses que nous ont faites ou dites nos parents, même à nos âges avancés, ont encore un impact sur nos vies. Donc on imagine ce que ça peut être dans le genre d'ambiance et d'organisation que décrit Grégoire. Je trouve ça... je pense que ce genre de choses devrait être interdite dans notre pays. Je suis désolée de le dire comme ça, mais on ne devrait pas laisser une école qui a ce mode de fonctionnement et ses buts ouvrir des établissements comme ça en France, dont certains sous contrat. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand on a vu les différents types d'écoles. Il y a en France quelques écoles Steiner qui sont sous contrat, c'est-à-dire reconnues par l'éducation nationale. Les professeurs sont payés par nos impôts. C'est, je trouve, inadmissible. Je pense que maintenant nous pouvons parler des cours et de la transmission des savoirs. Plusieurs enquêtes révèlent que certaines connaissances sont difficilement acceptées et donc peu ou mal enseignées, comme le modèle physique de l'atome, le tableau périodique des éléments, la théorie du Big Bang et celle de la tectonique des plaques, ou même la théorie biologique de l'évolution. Monsieur Perrard, vous avez mis à disposition sur votre blog des billets permettant de découvrir quelques cahiers et travaux d'élèves, et je dois avouer que certains sont des plus étonnants. L'on y découvre sur le même plan sciences et pseudo-sciences de tout ordre, les signes du zodiaque et leur association au corps humain, des considérations métaphysiques, la mythologie de l'Atlantide, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, lors de l'un des procès que j'ai eu avec les anthroposophes, il y a eu des membres de la fédération qui sont venus témoigner à la barre pour justifier leur pédagogie par rapport à mes critiques. Et il y a notamment eu un professeur, je vais taire son nom, qui est membre de la fédération et qui est venu parler de la manière dont il enseignait le modèle atomique. Il disait ah oui, moi avec les enfants le modèle atomique j'ai aucun problème à l'enseigner, mais bon, pas trop tôt, hein, oh là là, pas trop tôt, faut pas le faire avant un certain âge. Et je me disais en l'entendant, mais quelle hypocrisie quand on sait ce que dit Steiner du modèle atomique, du tableau périodique des éléments, mais l'anthroposophie est contre ces choses-là, est contre la science telle qu'elle s'est construite depuis le XVe siècle. Il suffit de lire les écrits de Steiner sur la science moderne, les sciences de la nature, etc., pour voir que toute l'anthroposophie est une réaction contre l'essor de la science moderne depuis le XVe siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est Steiner qui le dit. L'anthroposophie est contre Galilée, l'anthroposophie est contre Pascal, l'anthroposophie est contre Einstein, est contre Niels Bohr, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de l'anthroposophie que d'être contre les sciences qu'il y a eu après la révolution copernicienne, en gros. Chez Steiner, c'est pas compliqué. On voit très bien que ce qu'aurait voulu l'anthroposophie en matière de science, c'est en rester
à une science aristotélicienne. L'anthroposophie et Aristote, ça va assez bien, en tout cas pour la plupart des choses. Parce que voilà, la vision scientifique du cosmos chez Aristote, elle cadre assez bien avec la manière de penser de l'anthroposophie, et notamment avec cette idée que les sens, nos organes sensoriels, nous donnent accès à l'essence des choses. La science moderne, elle s'est bâtie avec l'idée de la subjectivité de nos sens. Et c'est avec cela qu'est en désaccord profondément l'anthroposophie. Pour l'anthroposophie, nos sens nous donnent accès au monde, aux lois de la nature, au monde invisible, aux strates supérieures de l'existence, etc. Donc, par définition, ils vont être contre le modèle atomique, le tableau périodique des éléments, etc., etc. Sauf qu'ils vont pas le dire. Ils vont dire non, on n'est pas contre, on l'enseigne aux élèves. Enfin, il l'enseigne. Moi, je me souviens très très bien la manière dont notre professeur nous a parlé des atomes. On avait vraiment l'impression qu'il faisait la moue en permanence, que ça allait le faire vomir de nous parler des électrons, des protons et des neutrons. Parce que on a une telle relation avec notre professeur de classe et avec nos professeurs en général dans les écoles Steiner-Waldorf qu'on comprend très bien quand ils nous enseignent quelque chose avec lequel ils sont pas en accord. Et on sait très bien ce qu'on doit en penser en tant qu'élève. Il n'a pas besoin de dire que c'est que c'est pas vrai, que c'est n'importe quoi le modèle atomique ou autre, pour nous le faire comprendre que en fait c'est pas quelque chose auquel on doit adhérer. Pareil pour la théorie de l'évolution de Darwin. Hein, l'anthroposophie est contre la théorie de l'évolution darwinienne. Elle a une autre théorie de l'évolution bien à elle, et, selon laquelle, par exemple, le singe descend de l'homme et non pas l'homme descend du singe. Le singe serait une espèce d'homme dégénéré, de la même façon que l'Africain ou certains Asiatiques, parce que c'est raciste aussi l'anthroposophie. Évidemment, on va devoir enseigner la théorie de l'évolution dans les écoles Steiner-Waldorf, mais il faut voir comment. Il faudrait filmer les professeurs quand ils enseignent ça. Ça se voit sur leur visage qu'ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils enseignent. Et contrairement à une structure scolaire saine et normale où le professeur devrait expliciter le fond de sa pensée pour la faire comprendre aux élèves, il n'y a pas besoin de faire ça dans une école Steiner. Le professeur Steiner-Waldorf, à demi-mot, et voire même sans aucun mot, il est capable de faire comprendre aux élèves là, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est n'importe quoi, c'est la science moderne, c'est la théorie de l'évolution de Darwin, c'est le modèle atomique. Je vous l'enseigne parce qu'il faut que vous le connaissiez, parce que les programmes nous disent qu'il faut qu'on vous l'enseigne, mais n'en croyez pas un mot. Et les élèves, ils captent tout de suite ça. Madame Devancey, vous avez pu parcourir certains de ces devoirs. Qu'en retenez-vous? Alors, avant de parler des devoirs et des cahiers qui sont extrêmement intéressants, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Grégoire pour signaler que là, dans la période que l'on vit actuellement, où une partie des examens, en tout cas ça a été le cas l'année dernière, notamment pour le bac et pour le brevet, et c'est à nouveau le cas cette année, en tout cas pour les épreuves anticipées du bac, et ça pourrait se poursuivre, sont passées en contrôle continu. On a eu quand même la grande surprise, là je vais reprendre ma casquette de syndicaliste pour une fois, on a eu la grande surprise de voir que notre ministre a cédé à la pression des écoles hors contrat pour que le contrôle continu leur soit accordé de la même manière que les écoles sous contrat et les écoles publiques. Sachant que dans une école hors contrat, il n'y a pas d'obligation de respecter le programme et que la seule façon de s'assurer
que ce que vient de décrire Grégoire est au moins dit en classe, hein, le modèle de l'atome, la théorie de l'évolution, etc., c'est qu'il y ait des examens terminaux. À titre personnel, je n'ai rien contre le contrôle continu. Pareil, beaucoup d'études montrent que un bac qu'on aurait entièrement en contrôle continu donnerait les mêmes résultats que le bac qu'on a actuellement dans l'école publique et dans l'école sous contrat qui respecte les programmes. Mais si une école décide d'enseigner que la Terre est plate et qu'il n'y a pas d'examen et que ça se passe sur contrôle continu et qu'on fait confiance au mode d'évaluation interne et aux critères de l'enseignant, on perd cette garantie minimum, c'est-à-dire que même si, et je crois volontiers Grégoire Perra sur parole, les élèves captent très bien que cette partie-là du programme, notre professeur nous l'enseigne parce qu'il est obligé, parce qu'il faut la connaître, mais il ne faut pas la croire, au moins ils en entendent parler, à minima. C'est mieux que rien du tout. Moi, je sais que j'ai été extrêmement choquée de cette décision l'année dernière. La première chose qu'avait annoncé le ministre, c'était que les écoles hors contrat, eh bien, les élèves passeraient un examen en septembre, après le confinement et après les grandes vacances, pour valider leur diplôme. Alors, ça peut paraître extrêmement injuste pour les élèves qui sont dans des écoles hors contrat, mais bon, leurs parents ont fait un choix qui peut induire voilà, des contraintes et des choses peut-être un peu injustes, mais c'est une garantie qui saute. Alors, pour en revenir sinon aux copies et aux cahiers, c'est une section du blog de Grégoire Perra que j'ai regardé avec beaucoup d'attention, que je trouve extrêmement impressionnante. D'ailleurs, j'invite vraiment ceux qui écoutent cette émission et qui sont intéressés à aller jeter un œil, surtout s'ils sont enseignants. C'est extrêmement parlant. Alors, évidemment, on pourrait imaginer que c'est fabriqué de toutes pièces. C'est un peu difficile à croire quand on voit la quantité des cahiers, l'évolution de l'écriture, le soin qui y est porté. Si jamais, Grégoire, tu as créé ça de toutes pièces pour nuire à l'anthroposophie, bravo. Ça a dû te demander des années de travail, de faussaire. Donc, c'est pas crédible sur le fait que ce soit fabriqué. C'est vraiment tout à fait convaincant. Et après, ce qui est intéressant dans les devoirs, c'est de voir que dans les écoles Steiner, comme dans toute école, les enfants savent très bien se conformer à ce qui est attendu d'eux. C'est-à-dire, quand on lit les devoirs, on retrouve l'esprit du cours, la volonté de se conformer aux attentes du professeur, alors pas pour avoir une bonne note puisqu'il n'y a pas de note, mais pour avoir une bonne appréciation, pour rentrer dans ce qui est attendu. On sent dans les devoirs de Grégoire une attitude de bon élève, qui a le souci de bien faire. Après, effectivement, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans ces cahiers en termes de contenu. Et je trouve qu'on devrait en voir plus. Et j'invite d'ailleurs tous les parents qui scolarisent leurs enfants dans des écoles alternatives. C'est valable aussi pour les parents des écoles ordinaires, du public ou sous contrat, à regarder les cahiers de leurs enfants avec leurs enfants. Alors, pas à lire chaque ligne, mais c'est toujours extrêmement intéressant et ça permet de repérer éventuellement des choses qui pourraient être problématiques et dont on pourrait discuter soit juste avec notre enfant parce que c'est quelque chose qu'il risque d'avoir mal compris ou avec lequel on n'est pas d'accord. On peut aussi ne pas être d'accord avec des choses qui sont dans les cahiers ou des choses qu'il faudrait signaler de façon plus... parce qu'elles sont inquiétantes à la hiérarchie des enseignants. Je suis tombée récemment sur un manuel, par exemple, de SVT qui explique que l'autisme est une maladie qu'on peut guérir assez facilement. C'est quand même extrêmement problématique de voir alors, les coquilles et les erreurs, il y en a partout, y compris dans un manuel d'un grand éditeur. Mais je pense que ça fait partie de notre rôle de parents, du rôle des parents, non pas de tout surveiller, de tout fliquer et de regarder tout ligne à ligne, mais d'avoir un œil assez précis et assez régulier sur ce que font leurs enfants. Pareil, quand ils vous amènent un devoir avec une note ou une appréciation, parfois il faut le signer. Le lire, alors peut-être pas le lire en intégralité si c'est quelque chose de très long, mais regarder un peu ce qu'il y a dessus, lire l'introduction, la conclusion. Ce sont des choses qui permettent, à bas coût, parce que ça prend pas tant de temps que ça, de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de complètement aberrant et accessoirement aussi pour les cahiers, ça permet aussi de vérifier que son enfant n'a pas fait un contresens en prenant des notes, par exemple. Ça arrive aussi assez classiquement et ça peut lui faire
perdurer une incompréhension importante qui l'empêche pour la poursuite de la leçon, alors que si on l'a repéré au moment où il la révise, par exemple, eh bien la chose est rapidement levée. En tout cas, ces cahiers sont extrêmement intéressants et c'est presque un document, je vais dire, pour la postérité. Je pense que ça serait intéressant que les chercheurs se penchent là-dessus et essayent de faire. En tout cas, moi, j'y ai trouvé des liens très précis entre ce qui est dans le Stockmeyer et dans le conseil de Steiner, les conseils de Steiner aux enseignants, et ce qui figure dans ces cahiers, ce qui montre bien qu'en tout cas, entre Steiner et la scolarité de Grégoire, la pédagogie et les connaissances enseignées n'ont pas fondamentalement bougé, alors que pour le coup, dans l'enseignement public, ça ne cesse de bouger. Alors parfois un peu trop vite pour les professeurs, parce qu'il faut toujours se mettre à jour et que c'est pas toujours facile, notamment pour les professeurs des écoles qui sont chargés de toutes les matières. Mais l'école d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans n'enseignait pas les mêmes contenus, les mêmes savoirs, de la même façon que maintenant. Donc, même s'il y a une certaine inertie, il y a quand même une évolution qui est importante. Alors après, on peut la trouver bonne, mauvaise. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, d'autres peut-être dans un moins bon sens. Mais je pense par exemple que de voir dans un cahier de biologie un schéma du corps humain avec des flèches indiquant des signes du zodiaque, si j'avais vu ça dans un cahier de collège de mes enfants, ça m'aurait alerté.